Bonjour Thiat, vous faites partie du groupe Kurgi. Vous pouvez nous dire comment s'est fondé le groupe? Le groupe, on l'a créé en 1996, pendant ce qu'on appelait la grève de l'UNES, Union nationale des élèves et étudiants du Sénégal. Alors c'était une grève qui aura duré 3 mois. On a même parlé d'une année blanche à l'époque et tout. Nous montions sur les tables pour donner les plateformes revendicatives des écoles. On brûlait des pneus, on était dans la rue, on était vraiment des leaders quoi, de cette grève. Alors qu'on était très jeunes, on avait 16 ans. On s'est dit, mais tiens, nous on fait les grèves pour les écoles. On parle des problèmes de 300, 400 élèves et ça marche, on fait bouger des administrations. On peut agrandir notre échelle. On peut commencer à parler des véritables problèmes de notre société, en commençant par notre ville. Et j'ai appelé Kilifeu, j'ai appelé Tao, ils sont venus, on a dit mais on fait un groupe de rap. Et le premier son qu'on a écrit, c'était contre le maire de Kaolack. Kaolack, il n'y avait absolument rien, pas d'espace jeune, pas d'espace vert, les sapeurs-pompiers étaient dans la merde, la police n'avait pas de matériel, les hôpitaux, si même tu devais évacuer un malade, on te demande d'acheter l'essence pour l'ambulance, plein de choses. À la gouvernance de notre ville, la femme du gouverneur vendait de la glace et du lait de vache. Tout ça, on a critiqué ces choses et le maire nous a mis en prison pour diffamation et outrage alors qu'on n'avait que 16 ans. Ça a fait un problème, les gens en ont parlé et tout. Il nous fait tabasser, on a fait 3 semaines d'hospitalisation, Kilifeu et moi. Après on en sort. Il y a eu en 1999 la censure de notre premier album qui devait s'appeler Première mi-temps. Ils ont censuré 4 titres sur 6 titres, donc c'était pas possible de sortir cet album parce qu'à l'époque il y avait une commission qui s'appelait HK, au Conseil de l'audiovisuel, qui écoutait ce qui devait sortir ou pas. Et cette commission avait décidé de censurer 4 de nos morceaux. C'était sous le régime d'Abdou Diouf à l'époque. Donc ça a été censuré. Et voilà, Kurgi a été créé dans ce climat quoi. Et comment vous avez réagi à cette censure en fait? La censure, ce qui a été le plus difficile, c'est de retourner à Kaolack sans album. Parce qu'on allait être le 3e groupe de Kaolack à sortir un album, mais premier du genre hip-hop engagé. Et même je dirais, à part Pifroas. Pifroas qui est un groupe, l'ancien groupe de Khuman qui fait aujourd'hui le journal Rappé, qui en passant est le groupe qui nous a en quelque sorte inspiré parce que eux, ils parlaient des véritables problèmes du Sénégal, mais de manière enrobée. Pour parler par exemple d'Abdou Diouf, il disait Ndiol. Ndiol, ça veut dire le long. Et tout le monde savait qui était le long, quoi, les lancers. Donc, pour parler d'Abdoulaye Wade, il disait Fantomas, le crâne rasé. Mais nous, quand on est venu, on a dit, nous, on va aller plus loin. On va dire Wade, on va dire Diouf, on va dire Senghor, on va dire les noms, quoi. Donc, voilà, cette censure. Le plus difficile, c'était de rentrer à Kaolack sans album parce qu'on allait être la risée de tout le monde. Mais pour nous, ça nous a requinqué. C'est de la même manière que quand on est sorti de prison et que nos parents étaient offusqués, nos parents étaient déçus du fait que l'on soit en prison très jeune. Ça nous a forgé, ça nous a permis, ça a fait de nous des hommes. Ça nous a permis de fréquenter très tôt la véritable université qui est l'université de la rue et qui te donne un diplôme qui s'appelle le respect. Ça nous a permis de gagner le respect dans le game, mais le respect aussi parmi nos pères hip-hopeurs ou parmi les fans. Ça nous a en quelque sorte forgé quoi, le fait d'avoir fait la prison ou d'avoir été censuré. Et d'ailleurs, pour l'histoire, nous sommes jusqu'à présent le seul groupe de rap. En reggae, il y a eu Tikenja, Alpha Blondy, mais en rap, nous sommes les seuls. Et qu'est-ce que signifie Kurgi en fait? Alors, Kurgi signifie la maison. Pour nous, c'est le monde à une échelle réduite. C'est le monde en miniature. Kilifeu, son nom, c'est lui le père de famille. Thiat, c'est le Benjamin. Le nom a été choisi parce que pour nous, par exemple, Kilifeu, on se connaît avant la naissance. Parce que nos 2 parents enceintes se fréquentaient, on a une différence de 3 mois. Donc du coup, quand nos parents discutaient de leurs affaires, nous aussi, on discutait dans les ventres de nos mamans pour dire hey, quand on va naître, on va créer notre groupe qui va s'appeler Kurgi, on va essayer de changer le monde à travers notre musique. Parce que pour nous, on ne fait pas du rap pour être des stars. Nous ne sommes pas animés par ce qu'on appelle les stars mania, non. Nous, très tôt, on a voulu être ce qu'on appelle des modèles, changer quelque chose, être des icônes, des références. Que des gens puissent, à travers nous,
s'identifier, une génération puisse s'identifier et que demain, avec le devoir de mémoire que les Africains ont, aujourd'hui de réécrire leur propre histoire. Parce que quand ton histoire elle est écrite par ton ancien oppresseur, il ne peut pas y avoir du positif. Et nous espérons qu'un jour, les Africains se prendront en charge et écriront leur vraie histoire. Et l'histoire de l'Afrique écrite par les Africains, nous espérons en avoir une ligne de cette encyclopédie. Et c'est ça qui a été notre mission, c'est ça qui a été notre cheval de bataille. Notre objectif, c'est de faire partie de ces gens-là qui demain, les gens citeront pour dire qu'ils ont été des modèles de leur génération. Et du coup, quels étaient vos rapports avec la musique avant? Pourquoi avoir choisi le rap comme moyen d'expression? Vous savez, la musique en général, comme elle est pratiquée ici au Sénégal ou en Afrique, elle est très festive. Vous savez, si on retourne jusqu'à même parler de l'avant-esclavage, on frappait les esclaves la journée, le soir ils dansaient, ils chantaient. Donc en quelque sorte, la culture, elle est en nous, quoi. Mais nous, le premier contact qu'on a eu avec le rap, c'est le message du rap. C'est pas forcément la musique. Et d'ailleurs, les critiques qui nous suivent jusqu'à présent, ce sont vos premiers albums, il n'y avait pas de bonne musique. Vous disiez ce que vous vouliez avec même pas les mesures normalement, machin. On n'avait même pas une idée de qu'est-ce que c'était une mesure. Nous, on disait ce qu'on avait envie de dire parce que c'était pour nous, la musique c'est un véhicule, c'est un moyen de véhiculer notre message. Nous sommes des artistes, oui, bien sûr, mais nous sommes des activistes, nous sommes des penseurs, des journalistes au quotidien, mais qui n'écrivent pas, mais qui parlent, qui parlent des vrais tares de leur société et du monde entier en général. Le fait d'avoir vécu à Kaolack et ensuite à Parcelles Asseni, est-ce que ça a eu un impact sur votre vision du Sénégal et votre engagement dans la musique et aussi votre engagement politique? Vous savez, c'est à peu près un peu la même ambiance qu'il y a. Les régions, c'est un peu comme les parcelles, les gens vivent en communauté. Tu sors de chez toi pour prendre le thé chez l'autre, tu demandes même le sel pour cuisiner à côté. Donc. Mais l'impact que ça a eu sur notre carrière, c'est que quand on rentre dans les jargons hip-hop, il y a le rap parcellois. Quand nous, on habite Parcelles et qu'on ne fait pas un rap parcellois, on fait toujours un rap kaolackois. Mais dans Parcelles, ça amène un peu des clashs et des bifs par rapport à ce qui est ici. Et tout. Par exemple, quand la ville de Parcelles organise un événement, elle ne peut plus ignorer Kergui, parce que Kergui vit aux Parcelles depuis 2005. Mais par contre, on n'est pas de Parcelles, nous on prend toujours Kaolack et ça amène des tensions avec les autres rappeurs qui eux sont des Parcellois, nés aux Parcelles, qui ont typiquement un rap parcellois. Je vous ferai écouter peut-être du rap parcellois et du rap kaolackois, c'est quoi la différence? Juste après votre censure, vous avez continué avec des albums. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur quel thème ils portaient? Alors, on a été plus intelligent, on s'est dit, cette censure, à quoi elle nous aura servi au-delà de nous forger, elle doit nous servir pour le futur. Alors nous avons appris à jouer à faire des gymnastiques, c'est-à-dire à tricher avec l'autorité pour pouvoir s'en sortir. Il nous arrivait de mettre le titre, mais un son différent. Et donc quand le titre est validé, nous à l'usine, on met maintenant le vrai son. Il nous est arrivé de faire cette gymnastique à l'époque. Parce que quand Abdou Diouf est parti en 2000, Wade est venu, il y a eu plus de liberté, plus de démocratie, l'implantation des radios privées, de la presse privée, les albums sont sortis, tout le monde faisait dans le clash et trucs. Alors nous, on a essayé d'améliorer un petit peu notre musicalité pour être encore en phase avec ce qui se passait. Mais la discographie de Kergui, quand même, c'est à 80% engagé politiquement et socialement. Alors on a sorti le premier en 2002 qui s'appelait Ken Bougoul. Ken Bougoul qui est un titre très traditionnel, en référence avec l'ancien album qui a été censuré, le premier qui aurait dû sortir, qui n'est pas sorti. Alors c'est une façon de jeter un sort au sort. C'est traditionnel, parce que quand on s'appelle Kergui, il faut quand même adapter tout ce qu'on fait à la maison. Sur les albums, vous verrez, chambre 1, chambre 2, au lieu de face A, face B. Après, le second album, c'était Leiram, où on a mis premier étage, deuxième étage, pour montrer un petit peu que la maison, elle grandit. Et après, on a sorti Nos Connes Doléances. Avec cet album, nous avons amené sur ce qu'on appelle, en tout cas dans les stores au Sénégal, un hip-hop avec des formules grammaticales.
genre l'anagramme. Quand tu entends nos condoléances, mais quand tu lis, tu vois nos condoléances. Et dans ce même album, il y avait conséquences de cause, mais conséquences de cause. Coup de gueule. On a essayé de jouer avec les mots. Parce que pour nous, nos albums doivent être au-delà de l'aspect fun, que les gens écoutent de la musique ou s'inspirent, il doit être aussi un support pédagogique. Un truc sur lequel les gens puissent se référer pour imaginer quelque chose d'autre. Et dernièrement, on a sorti Encyclopédie, qui est composé de 26 titres, qui a été le premier album qu'on a enregistré hors du Sénégal, aux États-Unis, à Washington, qui est quand même l'album, le summum jusqu'à maintenant de tout ce qui a été fait en quelque sorte au niveau des ventes, au niveau de l'engouement, au niveau de tout. D'ailleurs, qui nous a valu une nomination aux African Hip Hop Awards très bientôt. Et Encyclopédie se vend toujours sur toutes les plateformes et autres. Et dans Encyclopédie, quand même, vous verrez plein de titres qui parlent de notre histoire personnelle. C'est le premier album dans lequel on retrouve des thèmes personnels. Par exemple, dans Encyclopédie, Kilifeu a fait un son qui raconte un peu sa trajectoire en tant que fils, premier fils de sa mère, mais sa mère qui est quatrième épouse de son père, qui lui devait quitter très tôt l'école pour aller se battre et trouver les moyens pour aider sa maman à s'en sortir parce que personne d'autre n'allait le faire, parce qu'il y avait la concurrence des co-épouses et machin. Et moi, dans ce même album, j'ai fait un morceau solo où je parle de ma propre vie, de comment mes parents ont raté mon éducation, parce qu'une éducation d'un enfant, c'est pas le bien le nourrir, et lui bien le donner à manger, s'habiller, l'amener à l'école. Parce que j'ai subi des abus sexuels de la bonne qui s'occupait de moi de l'âge de 5 ans à l'âge de 13 ans. Et ça, c'est un problème qui existe partout, ici toujours, mais les gens n'ont pas le courage d'en parler, surtout les hommes, ils n'ont pas le courage de dire « Moi, j'ai été abusé sexuellement par une bonne qui était plus âgée que de moi de 20 ans, et j'ai osé le dire dans cet album. » Parce qu'il fallait quand même, quand on parle de la situation politique, quand on parle des histoires des autres, qu'on puisse parler de notre propre histoire, c'est ça l'honnêteté, c'est ça l'engagement en quelque sorte. Quels sont les thèmes en fait qui sont le plus souvent, qui récurrents en fait? Ce qui nous donne envie de continuer ce qu'on fait, ce qui nous donne la force, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes le groupe le plus riche au Sénégal et même peut-être en Afrique ou dans le monde. La richesse pour nous, c'est pas en espèces, c'est en nature. La richesse, c'est pas des billets que l'on compte. Parce que pour nous, l'argent, on le définit, on en fait un anagramme, ce mot. Si tu es large, tu as les gens. Si tu as les gens, tu as tout. Ne serait-ce que de passer dans la rue et de trouver une personne qui me dit « Tchad, merci pour ce que vous faites. Votre tel morceau m'a inspiré, m'a permis de dire « Oh, je dois aller me battre parce que je dois m'en sortir tout seul ou je ne dois pas attendre des politiques, je ne dois pas attendre de quelqu'un d'autre, je dois faire quelque chose, je dois me débrouiller. » Ça me donne de la force. Ou des vieillards me disent « Nous, on pensait qu'il n'y aurait plus des Lamine Gueye, on pensait qu'il n'y aurait plus des Sankara, on pensait qu'il n'y aurait plus des Lumumba en Afrique. Mais vous nous redonnez de l'espoir. Continuez à faire ce que vous faites. Nous prions pour vous. Ça, c'est plus fort que n'importe quel million qu'un artiste puisse avoir. Donc, voilà d'où Keur Gui puise son inspiration, mais aussi Keur Gui puise sa force. C'est la force des gens de la rue qui nous redonnent en amour, en fidélité, par nous ce qu'on leur donne en allant en prison, parce que c'est eux qui en valent la peine. On fait ce qu'on fait, pas pour les Sénégalais, on le fait pour le Sénégal. Et comment percevez-vous le hip-hop et le rap au Sénégal? Super, c'est la seule musique qui aura résisté un quart de siècle au mbalax, aux traditions. Dans une société où les jeunes n'avaient pas droit à la parole parce que c'est la loi d'aînesse, le rap a permis aux jeunes de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et même aux femmes de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent. Le rap a donné du courage aux journalistes de beaucoup plus écrire engagé. Le rap a inspiré des journalistes à aller faire du journalisme d'investigation. Le rap sénégalais, c'est une scène huge. On compte aujourd'hui sur une seule région, parce que là, on vient de faire un petit concours qui s'appelle Citizen Mike. On avait 1000 groupes au départ, 1000 groupes underground qui n'ont jamais eu d'album, qui n'ont jamais rien eu. 1000 à écouter. Ce qui veut dire que c'est estimé à l'époque à plus de 6 000, 7 000. Maintenant, on pourra parler de 30 000, 40 000, 50 000 groupes de rap. Donc, c'est toute une génération qui s'identifie à cela. Et c'est un mouvement qui a généré tellement d'emplois.
Le rap, on ne peut pas l'ignorer. Le rap sénégalais, c'est le seul hip-hop au monde qui aura changé des régimes en 2000 et en 2012. Le seul hip-hop au monde qui a changé des régimes. Donc politiquement, le rap sénégalais a son importance et a son histoire. Économiquement, le rap sénégalais a créé des industries. Les jeunes ont créé des home studios, ils ont créé des streetwear, ils ont créé des labels de production. Ils ont permis à des jeunes de développer la vidéo, ils ont permis aux jeunes de développer des nouvelles télés, des nouvelles méthodes. Il y a des gens qui ont ouvert des centres pour donner des cours, pour échanger avec les gens. Le rap. Donc, socialement, on ne peut pas ignorer le hip-hop au Sénégal parce que partout où tu passes, tu vois des graffitis sur les murs et tu vois juste un gars comme Tchad qui a son pantalon down et qui marche dans la rue et qui fait du gestuel. Donc on ne peut plus l'enlever de l'environnement du Sénégal. Voilà, il se porte super bien.